Bien, nous revenons en studio pour poursuivre cette émission, mon cher Jacques. Les débats sur le constitutionnalisme, les débats sur la Constitution ont commencé. Aujourd'hui va donc s'ouvrir ce symposium dont on a parlé avec des acteurs notamment guinéens et africains, des experts en droit constitutionnel. C'est un grand foyer de réflexion aujourd'hui qui s'ouvre justement autour de la Constitution en Guinée. Pas mal d'acteurs prendront la parole. Et ce matin, nous aurons Jean-Paul Cotebedno, qui est aussi constitutionnaliste. Nous l'entendrons sur les enjeux de ce rendez-vous-là. C'est donc, si vous voulez, très bien le travail qui commence pour aller vers l'élaboration de la Constitution. Peut-être que c'est une innovation de la part du Conseil national de la transition de passer d'abord par un symposium avant d'aller sur le débat d'orientation constitutionnelle et puis voir les prochaines étapes qui vont finalement travailler sur pour donner, disons, l'avant-projet de constitution et qui va avoir tous les éléments possibles pour obtenir un texte qui nous ressemble. Parce que l'enjeu de ce travail, c'est d'arriver à une constitution. On ne dira pas qu'il va être totalement différente de celle qu'on a connue par le passé, mais une constitution qui au moins ne soit pas en contradiction avec nos mœurs, avec nos croyances, parce que de la constitution découleront des textes organiques qui vont régler un certain nombre de problèmes de la société, le code civil où il y a beaucoup de problèmes, le code pénal, d'autres lois organiques qui gèrent des situations spécifiques. Tout cela doit partir de la Constitution. Et les conseillers nationaux de la transition, il faut déjà noter qu'ils ont fait un travail en amont. C'est leur voyage à l'intérieur du pays. Ils disaient avoir entendu beaucoup de choses de la part de la population. Moi, je souhaite qu'au-delà du travail d'intellectuels qui va se faire ici, où on va entendre des spécialistes de divers domaines qui vont faire leurs propositions, les propositions qui, à ma foi, risquent de porter beaucoup plus sur les expériences d'ailleurs. Il est important de compter aussi dans ce travail-là les propositions faites par nos compatriotes de l'arrière-pays. Il y a par ailleurs, Jacques, et ça on ne le dit pas assez, le CNT, en tout cas pour ceux qui peuvent se servir d'Internet, a mis au point un outil où c'est un appel à contribution citoyenne sur la Constitution. Qu'est-ce que vous souhaitez, par exemple, qu'il puisse figurer à l'intérieur de la Constitution? Vous l'écrivez, vous vous inscrivez, et vous écrivez, et puis c'est traité, c'est remonté aux constituants. Et puis plus loin, il y a la partie débat, discussion même de la Constitution. J'imagine que ce symposium va ouvrir la voie à tout ça. Oui, c'est important d'avoir cela, mais il faut aller vers d'autres canaux aussi. Je pense que c'est un travail important. Il ne faut pas hésiter à avoir des débats radio-télévisés sur ces questions-là, jusqu'à la fin du processus, pour qu'on sache ce qu'on va mettre dedans. En commençant par dire quel type d'État nous voulons pour notre pays. Quel type de régime politique nous voulons pour notre pays. Il ne faut jamais se dire on ne réinvente pas la roue, comme certains intellectuels commencent à le dire là-bas. Oh non, on ne réinvente pas la roue, il suffit de retoucher ce qui était là et puis on y va. Non, ce n'est pas une question de roue, c'est un État est différent d'un autre. Je crois qu'il faut faire le choix de ce que nous voulons voir dans notre Constitution et donc de ce que nous voulons de notre pays pour les prochaines années. Symposium sur le constitutionnalisme, on en parle. Jean-Paul Cotebedno est en ligne. Bonjour Jean-Paul. Les grandes gueules. Bonjour monsieur Milimono. Merci bonjour à tout le monde. Parfait, merci de vous prêter à nos questions de ce matin. Daouda Mohamed, c'est à vous. Oui, monsieur Cotebedno, ma première question, c'est bien la perception que les Guinéens ont de nos différentes constitutions. On pense ou on trouve que c'est toujours la constitution française que les pays francophones reproduisent, peut-être à quelques exceptions près. Dites-nous quel regard vous portez d'abord sur la nature de nos constitutions par rapport à celle du colon. C'est une question très générale. Je pensais que tout ça serait focalisé stricto sensu sur le symposium de toutes les façons, parce que je pense que
Ce genre de questions devrait, me semble-t-il, c'est une suggestion être reposée dans le cadre de vos locaux pour qu'on en parle plus sérieusement. Mais non, je pense qu'il y a beaucoup une dynamique. D'abord, on ne peut pas me dire que la Constitution de 1982 puisse, par exemple, ressembler à la Constitution des colons, puisque, par définition, c'est une constitution révolutionnaire. Il suffit de la lire pour voir qu'à la limite, elle consacrait déjà une forme de concentration du pouvoir au profit du président. Je pense que, sans entrer dans un détail savant, les grandes constantes de ce constitutionnalisme africain, guinéen en l'occurrence, c'est d'abord l'hégémonie du chef de l'État. Si cet aspect-ci, on peut faire le rapprochement avec la France, on pourrait être d'accord. Parce qu'effectivement, même dans un contexte français, on conteste effectivement l'importance stratégique du président dans les institutions, même si ceci n'a pas toujours été le cas, puisqu'on se rappelle des périodes de cohabitation qui ont pu exister et qui ont fait émerger l'importance stratégique du Premier ministre en période de cohabitation, même si tout ça est réglé maintenant relativement depuis 2000. Même si, voilà. Donc, dans un contexte guinéen, nous avons par exemple, depuis les constitutions de 90, généralement consacré le pouvoir de dissolution de l'Assemblée, avec la possibilité corrélative de la démission du président si la majorité dissoute revient après les élections qui défendent la même thèse que celle pour laquelle la première a été dissoute. Est-ce que ce mécanisme existe dans la Constitution française de la Ve République? La réponse est négative. Dans le contexte français, eh bien, le président de la République est politiquement irresponsable, voyez-vous. Donc la seule responsabilité envisageable est la responsabilité pénale. Bref, il y a ça et là des mécanismes qui distinguent sur le fond, mais voyez-vous, les mécanismes restants sont aussi dans beaucoup d'autres constitutions africaines, asiatiques, notamment sur les libertés aujourd'hui. Droit et liberté, le retour en arrière est quasi improbable, sauf à intégrer justement des aspects de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples que l'on pourrait considérer comme n'existant pas, mais je ne vois d'ailleurs aucun, puisque par définition, les préambules de nos constitutions ont toujours considéré effectivement cet instrument juridique comme applicable à part entière en République de Guinée. Bref, je crois que ce sujet mérite d'être reposé dans un contexte différent. D'accord, mais d'accord. Les constitutions ne sont pas toujours absolument à l'image de la Constitution française. Est-ce que nous... D'accord. On revient donc, Jean-Paul, on revient donc à ce symposium-là. C'est quoi les visées de ce symposium? Qui sont les principaux acteurs, les principaux speakers que l'on entendra à la faveur de ce symposium? À la fin, c'est quoi les livrables? C'est une question d'ordre méthodologique, la réponse, pardon. D'abord parce que c'est un précédent dans l'histoire constitutionnelle guinéenne que l'on s'intéresse autant à la phase préparatoire de l'élaboration d'un projet de constitution. Cette fois-ci, nous avons estimé que puisque les conseillers ne sont pas tous des juristes, et d'ailleurs ça n'existe nulle part au monde, les conseillers ne sont pas tous des politologues, ils ne sont pas tous des sociologues politiques, ils ne sont pas tous des historiens, eh bien on a estimé qu'il était peut-être intéressant, avant que nous n'adoptions ou que nous votions pour des choses même sans en connaître les implications réelles, que les conseillers, les acteurs de la société civile, les acteurs sociopolitiques puissent avoir des enseignements sur l'histoire constitutionnelle guinéenne. Voyez-vous, cette histoire constitutionnelle a plusieurs variables. Il y a une variante juridique, constitutionnelle, donc stricto sensu, une variable sociologique, une variable, comment on dirait, historique. Voyez-vous, il y a beaucoup d'aspects. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'il fallait organiser un symposium pour nous édifier sur nos choix constitutionnels, sur les lacunes constitutionnelles, sur les avancées constitutionnelles. Quand je parle d'avancées, je parle des mécanismes qui ont été considérés comme bons. Voyez-vous, comme ça on tire toutes les leçons, tous les enseignements, y compris au regard du droit comparé, et ensuite on prend en compte l'essentiel des rapports qui ont pu être produits ça et là après toutes les consultations qui ont été faites. Je dis bien qu'on s'en inspire. S'en inspirer ne veut pas dire qu'on intègre in globo tout ce qui est écrit dans tel ou tel rapport. Et enfin, on rédige, on passe à la deuxième phase qui est la phase politique, parce que le symposium prépare le débat d'orientation constitutionnelle. C'est la branche politique en fait de la démarche. Comme ça, on écoutera cette fois-ci de manière concrète, justement tel ou tel acteur politique, telle ou telle organisation de la société civile, sur tel ou tel choix constitutionnel proposé par le constituant qui est le CNT. D'accord. C'est le dernier aspect des intervenants. Il y a des intervenants locaux et des intervenants... Des grandes gueules. D'accord. Alors, il y a cette préoccupation, vous l'avez effleurée, mais vous voudrez bien nous en dire davantage, cette préoccupation de Jacques. C'est à quel moment le citoyen lambda, l'étudiant, l'enseignant, il peut faire part de ses préoccupations
au compte de la construction de la nouvelle constitution. Quels sont les mécanismes qui vont permettre de recueillir ces avis-là, de les traiter et éventuellement d'en intégrer certains aspects? Très bien. Au-delà du symposium qui est là réservé, puisqu'il y a quand même des exigences de place, et du débat d'orientation constitutionnelle réservé à des acteurs très importants, notamment de la vie politique et de la société civile, il y a une plateforme qui est mise en place, une plateforme citoyenne qui est en construction. Je pense d'ailleurs qu'elle a déjà été construite. C'est le caractère opérationnel, intégralement opérationnel, qui est en voie de réalisation. En tout cas, juste avant la fin du symposium, ce sera déjà le cas. Il y a une plateforme citoyenne qui est mise en place et qui permettra d'une part aux Guinéens de répondre à certaines questions fermées et à certaines questions ouvertes, d'autre part de lancer des débats sur d'autres rubriques, sur des sujets qui leur paraissent éminemment intéressants. Voyez-vous, sur ces considérations, plus on verra comme mécanisme intéresse et bénéficie de l'adhésion avec des raisonnements plutôt concrets, davantage ce mécanisme paraîtra digne d'intérêt au regard du CNT. Voyez-vous, M. Melimono, même si je devrais préciser d'entrée de jeu que les gens qui s'appellent Lénos deviennent de plus en plus importants et qu'il convient de faire attention dans votre studio. Alors, mais d'accord, allez-y. Il y a en revanche un détail. Vous aviez dit au cours de votre séjour à l'intérieur du pays, vous avez écouté beaucoup de choses de la part de la population et le président du CNT est même allé jusqu'à dire que cela devrait vous inspirer dans le travail d'élaboration de la Constitution. Quelle place vous donnerez à ces propositions-là dans le débat d'orientation constitutionnelle et peut-être même le symposium qui a lieu aujourd'hui? Tout à fait. C'est pour ça que je disais que tous ces travaux vont nous inspirer. J'ai utilisé le terme inspirer parce qu'il est le plus approprié. Parce que vous savez, l'objectif, et ça c'est souvent, j'ai dit ça la dernière fois dans un débat, quand quelqu'un disait comment on fait pour que la Constitution prenne en compte nos réalités. En fait, je ne crois pas qu'un texte législatif ou constitutionnel ait pour fonction de prendre en compte toutes les réalités. Parfois, il a pour fonction de combattre certaines réalités. Voyez-vous? Donc, je préfère le terme inspirer, effectivement, parce que nous, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est une question intéressante dans le contexte du symposium, puisque juste après le propos introductif sur l'histoire constitutionnelle guinéenne, le thème qui vient directement après, c'est la présentation, justement, des grandes conclusions des différentes consultations, y compris en priorité les consultations que nous avons réalisées à l'intérieur du pays. Donc, ça doit nous inspirer durant tout le temps du travail constitutionnel. Alors, l'autre question, M. Kotebedouno, c'est bien les recommandations issues du dialogue inclusif, parce qu'à ce niveau également, il y a des propositions qui pourraient vous être adressées venant de ce comité. Tout à fait. J'ai voulu introduire parce que il y a même les assises, enfin. Vous vous rappelez qu'il y a aussi des aspects du rapport des assises qui sont d'ordre institutionnel et qui peuvent aussi inspirer le constituant. Maintenant, qui fait l'arbitrage? C'est lui qui rédige le projet, qui fait l'arbitrage, qui dit, au regard de ce que l'on sait du pays et des recommandations faites sur tel ou tel aspect, nous estimons que nous choisissons tel mécanisme pour le prévoir dans la Constitution. Parce que vous savez, la Constitution n'a pas vocation à comporter 90 pages ou 100 pages. Donc il faut forcément bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse un arbitrage, mais à l'aune, n'est-ce pas, des aspirations manifestées ça et là, d'abord dans ces rapports, ensuite au cours de l'ensemble de ces processus, tels qu'ils sont marqués par la méthodologie que j'ai déclinée ex ante. D'accord. Jean-Paul, une question un peu se tenant loin du symposium dans son essence. Je vois bien je me souviens bien que les premières constitutions africaines sont, notamment d'Afrique de l'Ouest, sont particulièrement teintées de panafricanisme. Est-ce que, par exemple, celle qui va germer progressivement de tous ces processus pourrait, suivant ce principe-là, être teintée de ces actualités qu'il y a autour de nous? On parle d'intégration aujourd'hui, je pense aux trois États, Mali, Burkina et Guinée, et même d'autres actualités. Est-ce qu'il y a des risques, il y a des chances, j'allais dire, que toutes ces actualités, ces réalités viennent prêter un peu de leur empreinte à la nouvelle constitution? Oui, sur deux aspects. D'abord, sur l'intégration, je suis tout à fait d'accord à supposer même qu'on ne reçoive pas un mandat explicité, qu'on n'en ait pas débattu. La question de l'intégration, elle est irréversible, en fait, notamment dans un contexte africain de manière globale.
D'abord parce que vous savez, il y a beaucoup d'agendas qui ont été institués en ce sens, il y a maintenant une trentaine d'années. Et ensuite, parce que vous savez que nous avons même une citoyenneté communautaire dans le cadre de la CEDEAO à construire de manière irrémédiable. Donc la tendance sur cet aspect est intacte. C'est le statu quo, en tout cas le renforcement au surplus, n'est-ce pas, de toute règle qui est de nature à promouvoir l'intégration. Maintenant, sur l'histoire d'État fédéral ou de fédération, de construction éventuelle, je ne suis pas sûr justement que ce processus constitutionnel actuel soit influencé par cette idée de construction d'un État fédéral. D'abord parce que je ne pense pas que cette question doit être réglée par le CNT, je ne suis pas sûr. C'est une question d'une importance telle que ce sont déjà des questions qui impliquent un référendum constituant, un référendum sérieux, voyez-vous. Donc je ne crois pas du tout que ce soit à l'ordre du jour sur cet aspect précisément. Ça, c'est un avis personnel. Et j'ai la certitude que c'est un avis partagé. D'accord. Pour vous lâcher, pour la route, il y a des programmes en vue demain. Qu'est-ce qui est attendu pour la prochaine journée? Et la suite de la plénière, en fait. Ça commence aujourd'hui. Il y a 2 gros panels qui passent avec, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'intervenants. D'abord sur un groupe sur les droits et libertés et toutes les questions assimilées, les grands choix constitutionnels, les lacunes, la pratique constitutionnelle, les aléas, les difficultés. Bref, sur le deuxième aspect, c'est l'organisation des pouvoirs publics. Donc, c'est la dimension davantage institutionnelle. Et puis voilà, ça se poursuivra demain et vers la fin, nous ferons présentation des rapports synthèse et enfin, il y aura un rapport final qui va inspirer le CNT encore une fois dans l'exercice de sa fonction constitutionnelle. Jean-Paul Cotebedno, je rappelle qu'il est conseiller au Conseil national de la transition, constitutionnaliste tout aussi, j'imagine. Merci, mon cher Jean-Paul, d'avoir pris la parole chez nous ce matin. Merci à tout le monde. Voilà, nous poursuivons cette émission dans un instant. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Bien, nous revenons en studio justement. Daouda, on a écouté Jean-Paul sur ce symposium. Et de plus en plus, on a une idée de ce qui est prévu, parce que vous savez quand même que depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées, notamment par le CNT, le Conseil national de transition, qui a fait le tour du pays, qui dit avoir écouté ça et là, les différentes couches sociales, les préoccupations. Mais j'ai retenu quand même quelque chose dans ce que Jean-Paul nous a dit. Quand on parle de nos réalités, c'est que il peut aussi être possible dans la nouvelle constitution que certaines de nos réalités soient combattues. Parce que c'est pas parce que ce sont nos réalités, nous les vivons tous les jours, que ça doit forcément exister dans notre constitution. Mais, tu te souviens de la formule de Mohamed Mara à l'époque, lorsqu'on parlait de la nouvelle constitution? Non, c'était la loi... C'était la loi. Non, je crois que c'était sur la nouvelle constitution où on voulait tout y mettre. Et il avait il a été méchant avec cette formule. C'était quoi déjà? C'est une constitution fourre-tout, quoi. Bon, il y avait... Oui, parce que les gens peuvent se dire, non, bon, nous avons telle préoccupation et il faut que cela apparaisse dans la constitution. Mais on ne peut pas tout mettre dans une constitution. De nouvelles, et puis tu vas requinquer les anciennes inimitiés. Non, ça, et tu vas les mettre en bloc. Non, ça c'est... On raconte l'histoire. Non, je sais quand même que la polygamie, par exemple... Et bien voilà. La polygamie, ça c'est dans le code civil, c'était pas dans... Oui, mais je doute. Ils avaient voulu mettre ça. Non, c'est la mère quand même. Il y a des complices de quelqu'un dans ce studio. Parce que quelqu'un a parlé à quelqu'un dans ce studio. Continuez. Non, ce qui reste clair quand même, c'est vrai que quand on parle de polygamie, c'est le code civil, mais de l'autre côté, la mère des lois, c'est la constitution. Si il y a déjà des voies qui sont ouvertes du si côté on met ça dedans, on met ça dans la constitution, ça deviendra encore plus compliqué. Donc je me dis aujourd'hui,
c'est vrai, il faut écouter tout le monde, il faut, comme on l'a dit, il faut tamiser ce qui peut passer, ce qui peut être adaptable avec les réalités du moment, parce que les réalités du moment, ce n'est pas les réalités exclusivement guinéennes, c'est aussi la mondialisation. La Guinée aujourd'hui se retrouve dans un village planétaire, donc les réalités aujourd'hui asiatiques peuvent être calquées parfois en Guinée. Le problème, ce n'est pas qu'on devienne asiatique, mais qu'on s'adapte aux réalités afin de ne pas être étranger sur l'effet de la mondialisation. Donc aujourd'hui, aller vers une constitution qui tienne compte des réalités mondiales, mais aussi des réalités guinéennes qu'il faut aujourd'hui encourager à mettre à une position qui puisse être aussi en concurrence avec le monde extérieur. Avec le monde extérieur, une constitution qui prend en compte justement la texture du monde extérieur. Mara, c'est plus sur la démarche que je veux t'entendre. Et est-ce que ça fait sens d'avoir un symposium et on nous parle de débats constitutionnels qui s'ouvriront? Est-ce qu'il s'agit d'une nouveauté louable de ton point de vue? Je trouve que c'est excellent. Je trouve qu'il faut donner la parole parce que dans une constitution, il n'y a pas que les constitutionnalistes, entre guillemets, stricto sensu. Ce n'est pas que ça. Ce ne sont pas que des agrégés de docteurs en droit constitutionnel. Attention. Une constitution, ça va nettement au-delà. Il n'y a pas que... ce n'est pas une épreuve de juridisme. D'accord. Il s'agit d'avoir des textes qui collent à nos réalités tout en respectant les principes universels. Moi, je serai satisfait tant que nous aurons une constitution qui ne protège pas le fort délinquant en face du faible victime. Tant que les principes d'égalité seront respectés, seront les mêmes pour tout le monde, tant qu'il n'y a pas de privilège, genre, comme je le disais ici, de privilège de juridiction, par exemple, pour un ministre, pour un gouvernant, tant que les droits des femmes sont respectés autant que les hommes, petit h, tant que les enfants sont pris en compte et tant que on peut criminaliser, mais sérieusement, les atteintes graves aux droits humains. Parce qu'il faut le faire. Il faut le faire. Et surtout, si nous avons une constitution dans laquelle va être fixé dans le marbre, par exemple, l'imprescription tout simplement des délits et crimes économiques, moi ça va. D'accord. Ça va. Il faut simplement que cela tienne compte de quoi? De nos réalités aussi socio-culturelles. Sous M. Alpha Condé, il y a eu quelques vices ici qu'on a introduits dans nos textes de loi. Rappelez-vous qu'il y a des scandales autour de l'homosexualité, la question de la polygamie. Vous savez comment la question a été tranchée. In fine, il y a eu des petites retouches de texte. Aujourd'hui, il faut profiter de cette transition pour les élaguer. Mais encore une fois, c'est déjà très bien de faire appel au GOTA pour réfléchir à toutes ces questions, des sociologues, des juristes, des éducateurs, sur tous les sens. Le droit à la santé, le droit à la vie, il y a des questions à débattre. Nous avons des lois sur certaines questions qui sont obsolètes, très honnêtement. Il faudrait que la transition, la constitution qui sera issue de cette transition ouvre des perspectives. Il faut qu'on réfléchisse davantage à quelle société nous voulons. Notre société est devenue tellement violente et intolérante. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus qu'on se serve notamment de nos communautés, qu'on les monte les unes contre les autres, mais surtout la difficile question des successions au pouvoir, des transitions, des questions de transmission de pouvoir démocratique. C'est hyper important aujourd'hui. Justement. Pourquoi, par exemple, aujourd'hui, on punirait sévèrement ceux qui se rendent coupables, par exemple, de détournement de deniers publics, même si le code pénal prévoit de punir notamment les acteurs de fraude électorale, mais il faut aujourd'hui, à mon avis, mettre dans une constitution que c'est un crime imprescriptible pour les Guinéens. Pourquoi? Si quelqu'un se met désormais dans une aventure dans ce pays, genre de succession monarchique ou de fraude, de tripatouillage, ainsi de suite, il faudrait que même 10 ans, 15 ans, 20 ans après,
qu'on puisse les choper, qu'ils répondent. En effet. Parce que si on avait puni ceux de 2002, ceux qu'on a connus, le torchon qu'on nous a présenté en 2020 ne serait pas arrivé. Absolument. Il faut prévoir les mécanismes Absolument. pour ça et les harmoniser avec nos textes de loi. Il faut verrouiller tout simplement. Je vais vous dire la vérité. Juridiquement, il est impossible d'avoir des textes intangibles tout le temps. Même les États-Unis qui ont les meilleurs textes ont évolué sur avec certaines beaucoup questions. d'amendements. Mais il faut rendre les mécanismes tellement difficiles que ceux qui voudront s'y aventurer sachent tout de suite que les risques, les périls qu'ils encourent ne valent pas la peine qu'ils s'y exposent. Alors, tout simplement. Alors, Mara, là, c'est un peu les intentions, ce sont les volontés que tu exprimes. Mais comment faire d'une constitution un texte devant lequel tout le monde tremble? Un texte qui se fait respecter, qui aspire le respect. Un texte quasi sacré. Pour commencer, il faudrait que chaque citoyen s'y retrouve. Ça commence par là. Les États-Unis, pourquoi la Constitution a traversé les temps? Rappelez-vous de comment elle a été conçue. Des délégués de tous les États. Peut-être comment elle a déjà été obtenue. Justement, c'est de cela que je parle. À grand prix. À grand prix, mais aussi l'implication de tout le monde. Aucun État ne s'est senti ségrégué. C'est pour cela que plus tard, quand certains États ont voulu aller à l'encontre des principes de ce même pays, les autres États se sont dit, on leur fait la guerre. Parce que ce sont des principes sacro-saints pour tout le monde. Il faut le faire. Il faudrait d'abord que chacun s'y retrouve. N'allons pas à une constitution cette fois-ci, et comme on l'a fait avec le dialogue, que certains se sentent exclus. Attention, c'est un texte qui ne devra pas être personnalisé. C'est un texte qui doit être impersonnel et qui devra s'imposer à tout le monde. C'est hyper important cela. La question et pour cela, il faut de l'inclusion. Il faut de l'inclusivité autour de ce texte-là. Et que le processus d'élaboration et d'adoption jusqu'à la promulgation soit totalement transparent. J'ai aimé la démarche de Dr Dansa, quoi qu'on en dise, dès le départ sur ce texte. Je crois qu'il n'avait pas été compris. Mais je pense que les militaires avaient renoncé à cette procédure, plus pour éviter, à l'époque, je crois, plus pour éviter beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de tohu-bohu, parce que cela s'est passé peut-être dans des conditions, dans les circonstances que nous connaissons. Mais la démarche, déjà, elle était belle. Vouloir rendre tout transparent, en mettant en place un comité d'experts, lui-même en ayant un conseiller notamment chargé de réforme constitutionnelle, ainsi de suite, et que même les constituants, tous ceux qui devaient y travailler, soient connus de tous. Ça ne doit pas être comme le torchon de 2020, où les concepteurs, les parrains, tous on continue de nier, ici même sur nos antennes, on niait jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, les gens ont nié. Mais c'est quand même quoi ce bébé dont les papas ne veulent pas reconnaître la paternité? Cette fois-ci, il faudrait que les pères. Il y a des bébés comme ça, hein? Cette fois-ci, oui, parce que c'est des Mongoliens, des grosses têtes remplies d'eau, des hypermotropes. Mais même si c'est cela, il faut assumer quand même son acte. Voilà. Mais ce que je dis aujourd'hui, il faudrait faire en sorte d'avoir un texte dont le Guinéen se sente fier. En revoyant, en revisitant notre histoire, nous ne pouvons pas tout refaire. Mais encore une fois, pour terminer là-dessus, quels que soient les textes qu'on aura, souvent dans ce pays, on n'a pas eu de problème de texte. Souvent, les textes ont été bons. J'allais le dire à la fin de ce débat. Tant que dans notre comportement, surtout les hauts cadres de ce pays, les gens auront toujours des velléités à tordre la loi, avoir des lois coussinées, des lois... comme on les appelle en sport, les dossards. Vous voyez les dossards, tout le monde peut porter, quelle que soit votre taille. Tant qu'on prévoira ce type de texte, il y aura toujours des problèmes. Et c'est là-dessus que nous devons travailler pour les prochaines années. Là-dessus que nous devrons travailler pour la prochaine année. Daouda, la question des hommes, les constitutions, les textes, d'accord. Mais la question des hommes, on y reste encore. Fondamentalement, moi, c'est mon problème. Mon problème, c'est vraiment les hommes. Parce que si les États-Unis, par exemple, au passage de Obama, quand il dit qu'on a plutôt besoin d'institutions fortes que d'hommes forts, mais la force d'une institution, c'est l'homme. Et on ne saurait avoir de constitution pour la jungle. La constitution, c'est pour les hommes. C'est les hommes qui la font et qui la défendent. Et comme on le dit en droit d'ailleurs, la loi, elle est faite par les hommes, elle est défaite également par les hommes. Voilà. D'accord.
Alors, Jacques, il y a quand même aussi on va plutôt avancer avec cette conférence de presse du Premier ministre. C'est une première, j'ai envie de dire. Oui, depuis qu'il est arrivé, je crois, c'est pour la première fois. Ça va être un point de presse, d'après ce que un point de presse, d'accord. Les services de communication m'ont dit. C'est au terme de sa tournée à l'intérieur du pays. Donc, il va faire un compte rendu de ce qu'il a pu constater et peut-être ce qu'il a fait. Oui. Voilà, donc, on vous propose de suivre pour les 6 prochaines minutes ce point de presse. Et puis derrière, on va se retrouver pour la 3e partie de cette émission des Grandes Gueules. On y va avec vous.